Bienvenue dans l'émission spéciale du Forum sur le 20e Congrès national du PCC Chine-Afrique, main dans la main. Le 20e Congrès national du PCC s'est terminé avec succès le 22 octobre. Un événement considérable qui a attiré l'attention du monde entier. Et à cette occasion, nous avons invité sur notre plateau M. Xu Tiebi, qui est professeur des affaires internationales à l'Université de communication de Chine. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi M. Wu Zhixiang, commentateur spécial de CGTN. Bonjour. Bonjour. Lors du 20e Congrès national du PCC, il y a eu des mots-clés qui méritent d'être soulignés et analysés. Et dans notre deuxième partie, nous avons invité des spécialistes et des chercheurs africains. Le rapport du 20e Congrès national du PCC souligne les caractéristiques uniques de la modernisation chinoise qui, selon lui, est la modernisation socialiste poursuivie sous la direction du Parti communiste chinois PCC. Monsieur Xu, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la modernisation chinoise? Dans chaque congrès, nous avons l'habitude d'entendre les nouvelles lignes fixées ou objectifs fixés. Cette fois-ci, je pense que c'est un résumé bien formulé du socialisme à caractère chinois dans la modernisation. En gros, moi, je pense que c'est la première fois qu'on a théorisé un concept, le développement coordonné sur les 5 volets. Le premier, c'est plutôt matériel. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a lancé pour la première fois 4 modernisations, l'industrie, défense, agriculture, etc. Et maintenant, moi, je pense que le contenu est beaucoup plus riche. Deuxième volet, c'est plutôt sur le spirituel. Et troisième, c'est politique. N'oublions pas que, finalement, c'est que dans ce domaine, la participation du peuple dans le processus de démocratie, dans la supervision, dans la sélection, etc., sont très importants aussi. Et le cinquième, je pense que c'est plutôt social, quand on pense par exemple à divers indices fixés par diverses institutions de l'ONU, de développement. Et donc ces 5 objectifs ne sont pas si isolés les uns et les autres, mais c'est ensemble, on fait le développement, disons, coordonné. C'est là, moi je pense, oui, objectif du socialisme. Monsieur Wu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? La réalité, la plus grande réalité de la Chine, c'est quoi? C'est la population. Tout à fait. C'est l'aspect démographique. C'est le pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut assurer à toute cette population, tous les jours, 3 repas. C'est ça. Donc, d'abord, la sécurité alimentaire, très important. Et puis, l'emploi. L'emploi, c'est pour permettre à chacun d'avoir un revenu stable. C'est la condition préalable pour avoir un niveau de vie correct. Vous voyez? Donc ça, c'est la plus grande réalité, la population. Et puis, il y a d'autres aspects qui est lié justement à l'idéologie du PCC. Le communisme, c'est quoi? L'égalité sociale. Donc, nous allons réaliser certainement le deuxième objectif centenaire, c'est-à-dire la Chine deviendra un pays plus riche. Mais ce sera une richesse partagée. Voilà. Le PCC veillera à ce que les richesses créées au cours de ces décennies seront partagées, qui profiteraient à tous les Chinois. Ça, c'est très important aussi. Troisième, il y aura une modernisation qui tient à la fois à l'aspect matériel, mais aussi à la richesse spirituelle. C'est-à-dire, non seulement ce sera un pays riche en ressources créées sur le plan matériel, mais aussi un pays hautement civilisé, avec une richesse culturelle, spirituelle pour l'ensemble de la population. Et puis, la caractéristique suivante, c'est l'harmonie entre l'homme et la nature. Il ne faut pas que le développement
se poursuit au détriment de la nature. De la nature. Ça, c'est très important. La Chine a connu des périodes difficiles sur le plan écologique. Voilà. Et nous avons fait des efforts inlassables pour améliorer la situation et nous avons obtenu des succès remarquables. Voilà. Donc on retrouve le ciel bleu, par exemple, à Pékin. Voilà. Il y a eu des moments difficiles pour nous, les petits noirs. Voilà. On a connu des périodes difficiles, mais on a réussi. Voilà. Mais on va continuer. Il ne faut pas que le développement se poursuive au détriment de la nature. Ça, c'est, voilà. Et puis, la dernière caractéristique importante, c'est que ce sera un développement pacifique. La Chine ne prétendra jamais à l'hégémonie mondiale. C'est ce que M. Xi Jinping vient de dire dans son rapport. En fait, il a réitéré une position constante de la Chine en matière de la diplomatie. C'est-à-dire, dès la naissance de la Chine nouvelle, la Chine a prononcé les cinq principes de coexistence pacifique pour les relations internationales. Donc, la Chine continuera à appliquer cette politique de coexistence pacifique. Voilà. Donc, la Chine ne prétendra jamais à l'hégémonie mondiale, même si elle deviendra encore plus riche, plus puissante. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Xi Jinping a indiqué que la modernisation chinoise se caractérise par la grande taille de la population, la prospérité commune du peuple tout entier, l'équilibre entre civilisation matérielle et spirituelle, une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, comme l'a dit M. Wu, ainsi que la poursuite de la voie de développement pacifique. J'aimerais poser la question à M. Tourmer Al-Khalofi. Vous êtes directeur d'éducation à l'Université des Affaires étrangères de Chine. Comment percevez-vous la modernisation chinoise? Merci Christelle. Bon, la modernisation chinoise est unique par rapport à d'autres pays en développement. Il faut aussi, je vais prendre comme base historique la Deuxième Guerre mondiale. Il faut bien comprendre à ce niveau-là, à ce moment-là, le monde, si j'ose me permettre de dire, a émergé meurtri économiquement et humainement. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que la Chine a fait partie des rares blocs qui ont réussi à devenir une nation économique et géopolitique de premier plan. Et le succès est dû à la planification soigneuse du Parti communiste depuis 1949, une planification et un succès qui est dû au fait à considération à la distribution de la richesse, améliorer le bien-être des gens, économiquement, mais aussi socialement. Et grâce à l'éducation, investir dans l'infrastructure économique, si j'ose me permettre de dire aussi, permettre aux entrepreneurs chinois de développer leurs capacités industrielles, de fabrication, de logistique et dans le monde de services. Aussi, la Chine n'a jamais sous-estimé le pouvoir de l'innovation et de l'expansion des technologies émergentes dans le domaine, comme on le voit aujourd'hui, numérique et l'exploration spatiale. En fait, la modernité chinoise a également pris en considération que la Chine a ses propres caractéristiques, histoire et état d'esprit. Le deuxième mot-clé, ça sera la promotion d'une ouverture de haut niveau. Alors, le rapport du Congrès a également mis l'accent sur la promotion d'une ouverture de haut niveau en indiquant que la Chine sera de plus en plus ouverte en matière de réglementation de politiques restrictives, de gestion et de normes. Monsieur Su, pouvez-vous nous en donner des explications et nous dire quelle est l'importance de promouvoir une ouverture de haut niveau sur le monde extérieur et quels sont les signaux importants? Théoriquement, on a commencé la politique d'ouverture depuis plus de 40 ans. Maintenant, il est temps de faire le résumé et, je dirais, faire un peu avancement. Aujourd'hui, quand on parle d'ouverture de haut niveau, de haute qualité, ce n'est plus, je pense, comme dans les passés, investissement, les impôts, l'emploi, les créations, surtout les travails plutôt manuels, fortisés, etc. Aujourd'hui, moi, je pense que l'essentiel, on se met plutôt sur capitalisation, transfert technologique, la création,
l'emploi, je dirais plutôt digital, numérique. Donc il s'agit d'une orientation qu'auparavant on est plutôt sur le travail brut, aujourd'hui sur la technologie, science intensifiée. C'est différent. Deuxième, c'est que dans le voie de la nature, il y a un changement de rôle. C'est dans le passé, la Chine se comporte, se manifeste plutôt comme des receveurs. Aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, c'est qu'à la fois la Chine reste receveur, puisque la Chine, c'est le pays qui reçoit plus d'investissements directs international. En même temps, la Chine devient aussi porteur de contributions d'investissement. Donc c'est le double entité à la fois. Et le troisième, je pense aussi important, c'est qu'à travers, je dirais, bénéfices, profits, des objectifs classiques des multinationales, on se voit et on souligne surtout, je dirais, l'harmonie équilibrée, la logique de gagnant-gagnant. Ce n'est plus un rapport, je dirais, dominant-dominé, centre-périphérique, mais plutôt c'est la participation égale dans la chaîne de production pour apporter plus de fruits. Et donc, la notion d'écologie, écosystème est entrée aussi dans cette conception d'ouverture de haute qualité. D'accord. Le rapport souligne qu'il est important de transformer plus rapidement la Chine en puissance commerciale, de promouvoir le développement de qualité, de mettre en œuvre l'initiative Ceinture et Route et de défendre la diversité et la stabilité de la configuration économique et des relations commerciales à l'échelle mondiale. Monsieur Jean-Noël, je rappelle que vous êtes professeur au département de management à l'Université internationale de Rabat au Maroc. D'après vous, quels sont les impacts positifs de la promotion par la Chine d'une ouverture de haut niveau sur la coopération sino-africaine? Écoutez, je pense que depuis sa fondation en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine est devenu à la fois un vecteur clé de la coopération sino-africaine. En effet, je crois que le parcours de ces dernières années a déjà témoigné d'une fréquence continuellement croissante des échanges de haut niveau entre la Chine en matière politique, mais également en matière économique. À cet effet, je pense qu'il y a trois niveaux essentiels à retenir en matière de développement de la coopération sino-africaine. D'abord, nous avons le nouveau partenariat global, ensuite le partenariat stratégique, enfin le partenariat stratégique global. Par ailleurs, je crois que depuis le lancement des 8 initiatives majeures annoncées au sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine, beaucoup de fruits concrets de la coopération sino-africaine de haut niveau ont vu le jour, notamment avec la confiance politique mutuelle entre la Chine et les pays africains, qui s'est d'autant plus renforcée au point que les deux parties constituent un front commun pour défendre le multilatéralisme. Donc, je continue la question. Alors, the next question will be asked to Mr. David Mrisho. You are lecturer at St. Augustine University of Tanzania, Head of Department of Public Relations and Advertising, and Mr. Bisi also. You are Associate Professor in University of Ibadan in Nigeria. So this question is for you too. Could you please share with us the highlight that impressed you the most during this 20th National Congress of CPC? One thing I'd like to say that impresses me the most about the 20th National Congress of the CPC. La chose qui m'a le plus impressionné à propos du 20e congrès national du PCC est la disposition du parti à améliorer le bien-être du peuple. Pour moi, je peux voir que le parti met le peuple au centre de ses opérations. Et pour lui, les gens constituent le facteur le plus important. And for them, the people is the most important factor in governance. Et quand on regarde le rapport présenté par Xi Jinping, il dit qu'il faut améliorer le bien-être du peuple et améliorer la qualité de la vie.
and raising their quality of life. And under that, he says, Et ensuite, il dit que le parti va se concentrer sur 3 choses. Premièrement, il dit qu'il s'engagera envers le système de distribution des revenus. Il veut améliorer la distribution des revenus. Deuxièmement, il parle du système de sécurité sociale. Et troisièmement, il parle de faire avancer l'initiative chinoise. En mettant ces 3 choses ensemble, vous comprenez que tout cela est en faveur du peuple. that it's all about the people. The people. And I believe very strongly that when a party focuses on the people, then it tells you that the people. Et je pense fortement que quand le parti se concentre sur le peuple, les gens vont lui donner tout le soutien dont il a besoin. Encore une fois, j'ai lu le livre du président Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine. Il dit que si nous sommes prétentieux et que nous nous éloignons du peuple ou que nous nous plaçons au-dessus de lui, nous allons être abandonnés par eux. C'est le cas pour tous les partis. C'est une loi qui n'admet aucune exception. Tout cela vous dit à quel point le parti est engagé aux côtés du peuple. C'est à propos du peuple et pour le peuple. Pour moi, c'est ce qui est le plus gratifiant et le plus important. That is most important to me because it's all about the people and the people alone. Thank you very much. The center point of the report. Pour moi, le point central du rapport a été quand le président a parlé d'améliorer le bien-être et la qualité de vie du peuple, la qualité de la vie des citoyens de la Chine. C'est très important pour moi, car en tant que leader de parti, il faut penser à améliorer la qualité de vie des gens, ces gens pour qui vous travaillez. Comme il dit, l'État c'est le peuple, et le peuple c'est l'État. Donc, quoi que nous fassions en tant que leader ou gouverneur, nous devons prendre soin des gens, leur système éducatif, leur système social et la façon dont ils doivent se sentir bien dans leur propre pays. C'est quelque chose que nous devons apprendre de notre côté en Afrique et plus spécifiquement dans mon pays. Les dirigeants et les gouvernements doivent savoir que quoi qu'ils fassent, il doit se refléter dans le bien-être et la qualité de vie des gens. Si nous faisons cela, quand vous pensez à la démocratie, à la politique, au développement, tout cela sera meilleur. Parce qu'au centre des décisions se trouvera le bien-être du peuple et la qualité de vie. The quality of life. Maybe I will take that in a nutshell. Troisième mot-clé sur lequel nous allons nous appesantir, parce qu'il y en a eu beaucoup, ça sera l'éducation. Il est important bien sûr de noter que le rapport a aussi insisté sur la nécessité de revigorer la Chine par le biais de la science et de l'éducation et de développer les main-d'œuvre qualifiées pour la modernisation. L'éducation, les sciences, la technologie ainsi que les compétences constituent des éléments fondamentaux et stratégiques indispensables à l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. C'est ce qu'a noté le président Xi Jinping. The next question will be asked to Mr. David Mauricio again and Mr. BC Olawi. Please, can you tell us what kind of cooperation and exchange you two see in the future between China and Africa in the field of education? And so for us, it's a big. Merci beaucoup. Au Nigeria, nous allons mettre en place un centre de recherche pour une communauté d'avenir partagée. Pour nous, c'est une grande occasion de collaborer et d'échanger avec la Chine. Mais pour mener cette collaboration à bien, il faut prendre plusieurs choses en considération. Premièrement, nous allons regarder le programme d'échange académique, nous allons envoyer des professeurs en Chine et nous attendons la visite de nos homologues chinois dans notre pays. Deuxièmement, nous allons échanger en matière de recherche. Nous savons que la Chine a une tradition de recherche très longue et robuste, ainsi que de très bonnes universités. Nous voulons en savoir plus sur la Chine et son peuple, la Chine et son mode de vie, et la Chine et son mode de gouvernance. Governance there. Number 3, we also look at exchange of students. That our students will go to China and Chinese students will also come to Nigeria. Troisièmement, nous espérons aussi un échange d'étudiants. Nos étudiants vont aller en Chine et leurs étudiants vont venir au Nigeria. Quatrièmement, nous espérons avoir des échanges de publications académiques et de matériel. C'est un point très important. La plupart de la littérature sur la Chine est écrite en chinois, donc nous voulons collaborer de façon à ce que notre peuple puisse explorer les vastes publications de la Chine. Et enfin, nous voulons une collaboration en matière de recherche et de projets scientifiques. À ce stade, nous allons organiser des conférences au Nigeria et en Chine
qui vont permettre de partager des idées sur le Nigeria et la Chine. Nous espérons collaborer dans tous ces domaines avec la Chine. These are the areas we look forward to collaborating with China going forward. Thank you. Issues pertaining instituting community for a shared future. Comme l'a dit mon homologue du Nigeria, en 2020, ici dans mon université, nous avons lancé ce que nous appelons le Centre de recherche d'Afrique de l'Est pour une communauté d'avenir partagée, en connexion avec la grande philosophie du président chinois et les sujets portant sur l'institution d'une communauté de destin partagé. Mais dans notre cas, je suis un coordinateur de ce centre, mais je pense que prendre le système éducatif chinois d'une façon coopérative pourrait être bénéfique parce que historiquement, nous avons eu tellement de mensonges du côté de l'éducation occidentale qui est en fait un mode d'éducation coloniale. Et je pense que ça n'aide pas nos étudiants. Il ne faut pas penser d'une façon coloniale. Donc je crois que nous avons besoin d'un modèle dans lequel nous pouvons apprendre la confiance en soi et c'est la façon dont nous devons faire les choses. Coopérer avec la Chine permettrait d'apprendre des succès de la Chine et d'importer cette bonne histoire dans notre système d'éducation pour préparer notre peuple pour le futur. Deuxièmement, je pense que, comme l'a dit le dernier participant, travailler avec la Chine dans la recherche permettra de dire aux chercheurs « Nous allons dire à la Chine les bonnes choses qui se passent ici et la Chine nous racontera ses histoires pour obtenir quelque chose de plus positif et de plus soutenable. » Dans notre cas, la Tanzanie et la Chine, ce que je vois actuellement depuis que nous avons commencé cette coopération est plus engageant. Nous avons fait des conférences, nous nous sommes rendus visite, nous avons envoyé des personnes visiter la Chine et nous attendons la visite des Chinois pour une collaboration dans la compréhension mutuelle et l'entraide pour une coopération soutenable dans le monde. Merci. And helping each other to grow for sustainable future of the world. Thank you. Thank you. Nous allons continuer. Il y a eu bien sûr plusieurs mots. Nous allons parler du quatrième mot-clé. Ça sera développement vert. Alors, le rapport met l'accent sur la transformation écologique de l'approche du développement, le renforcement de la prévention et du contrôle de la pollution environnementale, l'amélioration de la diversité, de la stabilité, de la durabilité de l'écosystème, ainsi que la promotion de manière active et constante de la neutralité carbone. J'aimerais poser la question à M. Toumer. Monsieur Toumer, que pensez-vous de l'avenir de la coopération sino-africaine en matière de développement vert? Ce changement est en train de prendre forme. À titre d'exemple, nous pouvons citer cette année le premier plan de mise en action Sino-Maroc de l'initiative Route et Soie en mettant l'accent sur le développement écologique et la coopération technologique dans l'infrastructure durable, comme le projet Nord 3 CSP, qui est le plus grande centrale électrique des panneaux solaires en Afrique. Nous pouvons aussi également mentionner la centrale hydroélectrique de Karuma en Ouganda, qui est à son stade final de construction et sera la plus grande installation de production d'électricité dans le pays de l'Afrique de l'Est. Ces exemples fournissent un terrain solide pour soutenir davantage, comment dirais-je, la transition en Afrique vers une croissance plus durable, plus verte, plus écologique. Et là, ça donne aussi une vue sur la détermination de la Chine de préserver l'idée de shared destiny, shared common goods. Monsieur Jean-Noël, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du développement vert de la Chine et de la protection de l'environnement à faible émission de carbone? Écoutez, je pense qu'à l'heure actuelle, la poursuite inébranlable de la voie du développement vert est devenue en effet l'une des priorités sur lesquelles s'appuie la République populaire de Chine pour assurer la construction d'un pays socialiste moderne d'ici 2050. À cet effet, je pense que le développement vert et la protection de l'environnement jouent un rôle plus important dans les efforts de la Chine visant à renforcer ses engagements climatiques dans le cadre effectivement de l'accord de Paris sur le climat. En outre, je pense que la Chine met un accent sur la nouvelle vision du développement
à accroître efficacement l'utilisation des ressources à faible émission de carbone, à renforcer la protection de l'environnement écologique et à contrôler efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Dans cette perspective, je pense que la Chine s'est engagée à faire baisser ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui, je pense, contribuera de manière durable au développement vert, la protection de l'environnement de la Chine, mais également pour le reste du monde. Monsieur Wu, qu'est-ce que vous pensez, ou bien Monsieur Xu, comme vous voulez, était-il important vraiment de souligner cet aspect de la réduction de carbone et puis de l'environnement? Était-il important? Je me concentre d'abord sur les relations bilatérales entre la Chine et l'Afrique. Notre ami marocain a bien mentionné, par exemple, le cas des centrales à panneaux solaires. Je pense que dans la région sahélienne, il y a encore une forte champ à appliquer. D'autant plus que là, il faut ajouter que, je dirais, l'installation écolienne, la puissance écolienne, peut encore de fortes chances dans la coopération, la réduction des émissions. Je pense qu'il faut penser aussi la bioénergie. Et dans l'Afrique, personnellement, j'ai des copains, j'ai des amis qui travaillent au Mozambique et dans certains pays en Afrique. Là, il y a aussi pas mal de champs, disons, à expérimenter à forte taux réussite. D'accord. Et Monsieur Wu, que pensez-vous de l'avenir de la coopération sino-africaine en matière de développement vert? Vous avez un mot à dire? Justement, comme je vous ai dit, j'ai travaillé en Afrique, je sais que l'Afrique dispose d'une potentialité énorme pour le développement de l'énergie propre. Par exemple, la RDC, voilà. Donc, on a vu l'ambassadeur de la RDC qui a fait son intervention. La RDC dispose déjà d'un central hydraulique très important. Le barrage. Mais il y a encore une potentialité exceptionnelle pour agrandir ce central hydraulique, le central de Yinga. Voilà. Donc voilà, si un jour on peut réaliser l'élargissement de la capacité de la production de l'électricité propre à Yinga, ce serait formidable parce que selon la prévision, une fois le projet réalisé, la RDC pourrait, à partir de Yinga, alimenter beaucoup d'autres pays voisins. Ça peut aller jusqu'à l'Afrique du Nord. C'est-à-dire la potentialité est vraiment énorme. Le fleuve Congo dispose de débits énormes pour la production de l'énergie propre. C'est un exemple seulement. Il y a d'autres centrales hydrauliques qui sont déjà construites ou en cours de production. Il y a aussi des coopérations entre la Chine et la RDC dans ce domaine. Et puis, évidemment, avec beaucoup d'autres pays, il y a aussi, comme vient de citer notre expert, il y a d'autres projets de ce genre qui sont en projet ou en construction. Donc, il y a donc un avenir très prometteur en matière de coopération dans le domaine de l'énergie propre entre la Chine et l'Afrique. D'accord, nous vous remercions. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission. Nous rappelons qu'il était important d'analyser les grandes lignes du rapport du 20e Congrès national du PCC qui vient de prendre fin à Beijing. Parmi les nombreux sujets abordés, retenons que la Chine s'engage à renforcer la solidarité et la coopération avec les pays en développement tout en préservant leurs intérêts communs. Les invités qui étaient avec nous sur ce plateau ont apporté leur contribution et sont convaincus aussi que les pays africains qui œuvrent résolument pour une Afrique intègre, prospère et pacifique sont persuadés que la Chine est un allié fiable et elle reste déterminée à élever sans cesse le niveau de partenariat de coopération stratégique globale sino-africain et à bâtir une communauté d'avenir partagé encore plus solide. Chine-Afrique, main dans la main. Nous vous remercions pour vos interventions, messieurs. Merci beaucoup.